Des moments précieux, uniques, dont nous aimons nous souvenir. Ne serait-ce pas formidable si justement il n'était pas unique, s'il n'y avait pas de dernière fois, si nous pouvions déjouer le vieillissement, la maladie et même la mort, et vivre éternellement en bonne santé. De quoi parle-t-on? De 500 ans, 1000 ans, 5000 ans? Si on avait le même risque de mortalité qu'un adulte de 20 ans, on pourrait vivre 2000 ans. Certains chercheurs en sont convaincus. Nous pourrions vivre très vieux, en bonne santé, et même devenir immortels. Je m'appelle Berthold Meyer, je suis professeur de psychologie du travail et je m'intéresse beaucoup aux grandes questions qui agitent notre époque. J'ai 47 ans, et oui, ça ne me laisse pas indifférent quand je lis mon année de naissance sur une pierre tombale. Bien sûr, je voudrais vivre le plus âgé possible en bonne santé. D'ailleurs, qui ne le voudrait pas? Mais jusqu'à quel âge? J'avoue que j'ai du mal à répondre à cette question. Qu'est-ce que ça impliquerait si je vivais très vieux, voire si j'étais immortel? Pour moi, pour la société et pour la planète. Ici, entre les urnes et les tombes, j'ai rendez-vous avec deux personnes qui s'intéressent à la vie éternelle et aux dernières recherches en la matière. Deux chaises, deux invités, deux points de vue complètement différents. Et comme je veux me faire ma propre opinion, je vais les recevoir l'un après l'autre. Monsieur Werth, est-ce qu'il y aura des emplacements vides ici? L'immortalité est-elle possible et envisageable? La science travaille à l'abolition de la mort liée à l'âge. Les gens continueront probablement à mourir pour d'autres raisons, d'accidents par exemple, mais plus du vieillissement. Ça signifie que nous pourrions vivre jusqu'à quel âge? Si on avait le même risque de mortalité qu'un adulte de 20 ans, on pourrait vivre 2000 ans. Certains pourraient déjà mourir à 100 ans d'un accident. Et d'autres atteindraient les 10 000 ans, mais en moyenne, ce serait 2000 ans. On peut aussi supposer que le monde deviendra de plus en plus sûr, par exemple grâce aux voitures autonomes. Félix Werth est biochimiste et tête de liste du Parti pour la recherche médicale sur le rajeunissement. Un parti qui réclame davantage de financement pour la recherche. Nous avons la technologie et les approches. Si la société décidait d'accélérer les choses, nous pourrions très probablement développer cette médecine dans les 15-20 prochaines années. Le représentant le plus extrême du transhumanisme est sans doute l'informaticien et biologiste britannique Aubrey de Grey. Pour lui, le vieillissement est une maladie curable et la mort n'est que la conséquence de dommages corporels qui pourraient être réparés. Si les recherches sur le rajeunissement s'accélèrent, les personnes âgées de 40 ans aujourd'hui pourraient voir, d'ici une quinzaine d'années, leur espérance de vie rallongée de 20 ans. Et pendant ces 20 ans, les nouvelles recherches permettraient de gagner encore 20 ans. Et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Un remède magique pour une jeunesse éternelle? Les hommes et les femmes en rêvent depuis toujours, et des chercheurs du monde entier y travaillent. Tout comme certains milliardaires de la tech qui n'hésitent pas à investir dans des startups qui défient le vieillissement. Mais voulons-nous vraiment devenir très vieux ou même vivre éternellement? L'immortalité est-elle un objectif raisonnable pour l'homme? Si l'immortalité, c'est le fait que les gens ne meurent plus, qu'ils continuent à vivre tant qu'ils ne se tuent pas eux-mêmes ou qu'ils ne sont pas victimes d'un facteur externe, alors c'est absolument déraisonnable, pour reprendre vos mots. Et qu'en est-il de l'immortalité si elle signifie une durée de vie vraiment très longue? Disons 400 ans. Nous aurons alors des problèmes que nous voyons déjà apparaître, comme la surpopulation, la surexploitation des ressources, le manque d'espace, des dictateurs et des tyrans qui vivent très longtemps, etc. L'allongement de la durée de vie n'arrange pas ces problèmes. Il les aggrave. Il faut impérativement confronter l'idée de l'immortalité ou de l'allongement radical de la durée de vie aux structures sociales pour mesurer l'enjeu que ça représenterait.
Gray. Janina Loh est titulaire d'une chaire de philosophie de l'éthique de la technique et de ses contextes sociaux. Ses domaines de recherche sont la responsabilité morale, l'éthique des robots et la philosophie féministe de la technique. Vous travaillez d'habitude sur l'évaluation des conséquences technologiques. C'est bien ça? Oui. Du moins quand elles concernent le dépassement des limites humaines. J'ai souvent entendu l'argument selon lequel une innovation ou une technologie n'est pas bonne ou mauvaise, mais que ce qui compte, c'est d'essayer d'en faire quelque chose qui soit positif pour la société. Mais je n'ai pas encore entendu cette nuance chez vous. Pour moi, c'est un peu comme si vous disiez que cette innovation est intrinsèquement mauvaise. Il y a des raisons de penser à court terme qu'il serait positif que les gens aient plus de temps. Mais à long terme, on ne pourra pas gérer les conséquences problématiques et dangereuses de l'immortalité. Pour sauvegarder l'avenir, je dirais, s'il vous plaît, ne créons pas l'immortalité. En parcourant votre CV, on a l'impression que la recherche sur le rajeunissement est un sujet très important pour vous. Vous avez même fondé un parti pour faire avancer ce projet. Qu'est-ce qui vous motive ? C'est par intérêt personnel. Je veux augmenter les chances qu'on y arrive de mon vivant. Si plus de gens s'y intéressaient ou investissaient dans le domaine, et si les États investissaient eux aussi, on pourrait probablement accélérer le processus. Et ça augmenterait personnellement mes chances d'y parvenir de mon vivant, de pouvoir rajeunir. Pourquoi est-ce si important pour vous de ne pas mourir de vieillesse ? Parce que je trouve que la vie est belle et qu'elle est tout simplement trop courte. J'ai 46 ans, j'ai déjà plus de la moitié de ma vie derrière moi selon l'espérance de vie actuelle. Oui, moi aussi. Qu'est-ce qui s'oppose au fait d'avoir plus de temps pour apprendre une nouvelle langue, pour faire du bénévolat ou d'autres choses encore ? C'est une belle idée. Nous sommes bien sûr enfermés dans certaines structures. La majorité d'entre nous ne sont pas des privilégiés qui peuvent dire « Bon, je ne vais pas au travail aujourd'hui » ou « Je vais travailler moins » ou « Je ne vais pas m'occuper des enfants aujourd'hui ». Et pourtant, on a tous beaucoup plus de possibilités qu'on ne l'imagine. Je dirais qu'il y a une certaine forme de paresse qui nous fait dire qu'on n'a pas de temps. De facto, on a beaucoup de choses à faire. Mais on peut aussi se ménager du temps pour d'autres choses. L'objectif de la recherche que vous avez évoquée est-il vraiment d'abolir la mort ? Dans la recherche sur le rajeunissement, il s'agit d'abolir la mort liée à l'âge. Comment puis-je m'imaginer cela ? Comment passer de la situation actuelle à cette innovation ? Ça passera par des médicaments. L'idée est de réparer les dommages causés par le vieillissement. Donc, on rétablirait au niveau moléculaire et cellulaire l'état des personnes âgées au stade de jeune adulte. Les personnes âgées ressembleraient à de jeunes adultes. Elles seraient en aussi bonne forme physique et mentale, et elles auraient le même risque de mortalité. Après avoir subi un tel rajeunissement, il faudra que je répète ce processus. Oui. Comme prendre une pilule pour stopper le processus de vieillissement qui recommence. Pour inverser le processus. Oui, inverser. Il ne s'agit pas de stopper ou de ralentir le vieillissement, mais d'inverser le processus. Qu'en est-il de la recherche actuelle ? Qu'est-ce qui est médicalement possible pour retarder la mortalité chez le commun des mortels ? Des clients fortunés de toute l'Europe se rendent à la clinique Longevity de Varsovie avec l'espoir d'un véritable rajeunissement. Mikołaj a 45 ans et s'inquiète depuis peu de son hygiène de vie. Le temps passe vite. On vit à 100 à l'heure aussi. Je consomme de l'alcool et je fume. Je ne mange pas toujours bien, il faut le dire. Je vais parfois dans les fast-food et j'aime aussi les kebabs.
Les femmes, elles, vont chez l'esthéticienne et le coiffeur. Moi, j'ai besoin de faire des check-up pour savoir si tout va bien et aussi ce qui va moins bien et ce qu'on peut faire pour améliorer ma condition physique. Mikolai a déjà fait des examens de contrôle de ses différents organes, des tests sanguins et même des tests ADN. À partir de ces résultats, la clinique détermine son âge biologique, qui dans certains domaines est supérieur à son âge chronologique, c'est-à-dire son âge réel. L'âge de votre cœur pourrait et devrait être meilleur. Commençons par des examens complémentaires chez le cardiologue. L'âge épigénétique pourrait également être meilleur. Avec plus ou moins 5 ans, on est dans la moyenne. Mais j'aimerais quand même qu'il soit inférieur à votre âge chronologique. Les résultats des tests révèlent les points faibles du corps. C'est l'heure de vérité pour Mikolai. J'étais un peu plus optimiste que ça. Là, c'était un peu la douche froide. Pas glacée, mais assez froide. Il va falloir que je revoie ma façon de vivre. Parce que moi, j'espérais être Superman ou quelque chose comme ça. J'aime faire la fête. Mais là, je le paye. Mikolai repartira avec un programme strict pour les 6 prochains mois. Après quoi, il devrait avoir rajeuni de façon irréfutable. Il a déjà intégré dans son quotidien un régime spécial, fait de compléments alimentaires et d'exercices de musculation. Aujourd'hui, il commence ce qu'on appelle des interventions ciblées, destinées à rajeunir son corps. Le caisson hyperbar est censé accroître de manière significative l'oxygénation des tissus. Ce genre d'appareil est en général utilisé pour la prise en charge des accidents de décompression des plongeurs ou des intoxications au monoxyde de carbone. Mais il serait aussi une arme secrète contre le vieillissement cellulaire. J'aimerais vivre le plus longtemps possible en bonne condition physique. Mais j'essaie de pas trop y penser. Ça tombe bien. Une vie longue et en bonne santé est l'objectif de tous les traitements proposés ici. Avec ce test, le médecin veut savoir si les performances cognitives de Mikolai sont inquiétantes ou non. Le docteur Anna Erat est la directrice médicale de plusieurs centres de ce type en Europe. À Varsovie, son équipe teste les dernières avancées de la recherche. L'immortalité n'est pas l'objectif déclaré. Nous appelons ça l'optimisation du health span, la durée de vie. Ça signifie que nous pouvons vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Il y a aussi ce que nous appelons lifespan, soit l'âge maximal que nous pouvons atteindre. Et notre objectif est de réduire ce fossé entre health span et lifespan, afin de pouvoir vivre en bonne santé le plus longtemps possible, jusqu'à ce que la vie arrive à son terme. Nous voulons donc réduire cet écart. Wow, well done. Dans bien des domaines de la médecine, le rallongement de la durée de vie est vu plutôt comme un effet secondaire. L'idée est d'avoir plus de temps en bonne santé. Oui. Et on ne peut pas être éthiquement contre la recherche quand elle lutte contre les maladies. Alors, je ne mélangerai pas les choses. La recherche sur le cancer et les maladies, c'est une autre histoire. Mais il y a des gens qui considèrent le vieillissement comme une maladie, C'est vrai. comme un défaut, une tare dans la nature humaine. C'est autre chose. Dans ce cas, le premier objectif est effectivement la prolongation radicale de la vie ou l'immortalité. Et ça justifie tous les moyens. Du moins pour certains. Imaginons une société où l'immortalité serait liée à un nouveau traitement médicamenteux. Que ce soit une pilule, une injection, une intervention, peu importe. Quel problème apparaîtrait en premier ? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est qui aura accès à cette injection, ou à cette pilule, ou à n'importe quoi d'autre. Qu'en pensez-vous ? Les milieux transhumanistes pourraient sans doute vous donner des éléments de réponse. Le transhumanisme est un courant de pensée qui part du principe que l'homme peut être optimisé par des réparations et des équipements techniques jusqu'à devenir une super espèce immortelle.
Dans les cercles transhumanistes, l'idée est plutôt d'accorder l'immortalité aux personnes les plus importantes, entre guillemets. Qui, par exemple? Peut-être des dirigeants politiques, des personnes à des postes importants dans l'économie, ou des grands scientifiques. Des gens qui seront en mesure de résoudre les autres grands problèmes de l'humanité, comme la guerre et les pandémies, les catastrophes climatiques, etc. C'est une question de pouvoir. Qui aura accès à ces médicaments? On a dit que les nouvelles technologies ne seraient d'abord disponibles que pour les riches, comme le téléphone portable. Mais aujourd'hui, presque tout le monde a un smartphone, même dans un bidonville en Afrique. Alors si on avait dit au début, OK, ne développons pas de téléphone portable parce que seuls les riches en disposeront, alors personne n'aurait de téléphone aujourd'hui. Nous pensons que cela ira beaucoup plus vite et que tout le monde pourra en profiter partout dans le monde. Je connais des exemples de médicaments pour lesquels il a fallu attendre des décennies avant qu'ils ne soient accessibles dans certaines régions pauvres du monde. C'est le cas du traitement du VIH. La mortalité était encore très forte, en Afrique notamment, alors qu'il était déjà possible de bien traiter la maladie en Europe et aux États-Unis. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il s'agisse d'un automatisme. Et en ce qui concerne le domaine hautement compétitif de la branche pharmaceutique en particulier, vous ne m'avez pas encore tout à fait convaincu. J'imagine que pour pouvoir commander la pilule d'immortalité, il faudra remplir un questionnaire. Combien de choses avez-vous accomplies dans votre vie? Combien de distinctions avez-vous obtenues? Quel est votre travail? Avez-vous un travail? Ah bon, vous êtes au chômage? Bon, on va voir. Vous serez mis sur une liste d'attente. Commence alors une sorte de classement élitiste. Qui sera le premier? Qui sera le deuxième? Qui sera sur liste d'attente? C'est tellement effrayant que je ne vois pas comment on pourrait se comporter de manière intelligente. Le traitement qui doit rajeunir Mikołaj en 6 mois lui coûte environ 10 000 €. D'âge moyen et avec une santé moyenne, il n'est pas vraiment le client type de la clinique. On imagine souvent que tout le monde a une soixantaine ou une cinquantaine d'années. Mais ce n'est pas le cas. Nous n'accueillons pas seulement des personnes âgées qui sont peut-être malades, mais aussi des personnes en bonne santé qui veulent optimiser leur santé. On a des gens entre 20 et 100 ans. La longévité est tendance. Les entreprises envoient leurs jeunes cadres faire un check-up. Les passionnés de technologie veulent pousser la prévisibilité de leur corps à l'extrême. Et les jeunes athlètes utilisent la chambre cryogénique pour se régénérer. Ça a l'air sérieux. Oui, moins 110 degrés pendant 2 minutes. Vous allez perdre 100 calories en à peine 2 minutes. Les inflammations chroniques sont un facteur d'accélération du vieillissement. Le froid est censé inhiber les processus inflammatoires. Le Longevity Center est une sorte de laboratoire expérimental qui développe des méthodes de rajeunissement grâce aux données recueillies auprès des premiers utilisateurs. Dès le début, nous avons eu l'intention de proposer les traitements non seulement aux élites, mais aussi à monsieur tout le monde. Tout le monde veut vivre, pas forcément plus longtemps, ce n'est pas de ça dont il s'agit, mais en meilleure santé. L'État et la société ont un réel avantage économique à mettre ces avancées à la disposition de tous. Le but de cette médecine est vraiment de maintenir les gens en bonne santé. Ça permettrait de supprimer les coûts liés aux maladies. Et c'est ce qui garantira aussi que tout le monde puisse en bénéficier. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne veulent pas? Comment gère-t-on la pression sociale qui se manifestera quand certains diront « Non, désolé, mais avoir une espérance de vie de 85 ans me convient ». C'est vrai que si ça se généralisait, on ne serait plus vraiment libre de décider. Oui, mais aujourd'hui, on n'a aucun choix. La mort est liée à l'âge. L'espérance de vie a toutefois augmenté dans le monde entier au cours des dernières décennies. Il existe 3 approches de recherche différentes et autant de modèles économiques dans le mouvement pour la longévité. Premièrement, le dépistage précoce des maladies qui prévient leur apparition avant qu'elles n'entraînent un décès prématuré. Deuxièmement, le développement de médicaments qui empêchent le vieillissement pour éviter les maladies typiques de la vieillesse.
Dans ce domaine, un des grands progrès est la découverte d'un moyen de nettoyer le corps des cellules dites zombies. Ces cellules s'accumulent avec l'âge et contribuent à de nombreuses maladies. Après l'élimination de ces cellules, des souris de laboratoire ont vécu beaucoup plus longtemps. Troisièmement, la recherche de moyens de rajeunissement. Une expérience très remarquée, quoique non représentative, a été menée dans la Silicon Valley en 2019. 9 scientifiques ont pris des médicaments pour régénérer leur thymus, l'organe responsable de la bonne marche de notre système immunitaire, et qui s'atrophie peu à peu après l'adolescence. Au bout d'1 an, ils avaient rajeuni leur âge biologique d'1 an et demi en moyenne. Il est évident qu'un État qui mettra un tel médicament à la disposition de sa population veillera aussi à ce que les gens puissent travailler éternellement. Donc notre immortalité est aussi un peu liée à notre productivité et à notre contribution économique à la société, n'est-ce pas? Oui, mais grâce à l'IA et à l'automatisation, on verra si c'est vraiment le cas. Oui, mais Il se peut que dans un avenir proche, beaucoup d'emplois soient supprimés et que tout le monde ne puisse plus travailler. Le progrès technologique est aujourd'hui exponentiel. Et si l'intelligence artificielle devient plus intelligente que l'humanité, il est impossible d'imaginer ce que sera l'avenir dans 20 ou 30 ans. Il est naïf et même arrogant de ne pas prendre en compte les structures sociétales et de penser que les développements technologiques et les modifications apportées à l'être humain permettront d'éradiquer les problèmes que nous avons connus jusqu'à présent. Supposons qu'au cours de son évolution, l'homme se soit développé de telle sorte qu'il ne vieillisse pas. On serait confronté au problème de la surpopulation. Mais ce problème, on ne le résoudrait pas en inventant la maladie d'Alzheimer et le cancer. L'humanité trouverait d'autres solutions. avez-vous peur de la mort? Oui. Non. Vous croyez à une vie après la mort? Non. Non. La mort donne du sens à la vie. Une vie sans fin n'aurait donc aucun sens. Non. Oui. La finitude oblige à faire des choix. Oui. Non. Si plus personne ne meurt, plus personne ne doit naître. Non. Oui, probablement. Pourquoi l'immortalité aurait-elle un prix et quel serait-il à long terme? L'idée d'une vie pleine de sens, justement en raison de sa finitude. Cette idée serait pour le moins fortement affectée. Et pourquoi le caractère limité de la vie est-il si important pour donner un sens à la vie? Les 1000 premières années, on aurait peut-être 30, 40, 50 relations. On aurait probablement brisé un certain nombre de cœurs. On aurait nous-mêmes le cœur brisé. On ferait des dizaines de voyages autour du monde. On apprendrait toutes sortes de métiers. Après 2000 ans, on ne saurait peut-être plus vraiment ce qu'on veut faire de nous-mêmes. Le début de notre propre vie serait alors si lointain que tout deviendrait un peu homogène. Tout se répéterait du matin au soir et du soir au matin. Et si on perdait la notion de mort, on oublierait aussi le début ultime de tout, à savoir la naissance. Ça pourrait donner un sentiment d'ennui. Ce serait une existence sans fin qui s'étirerait à l'infini. Au contraire, la vie pourrait devenir plus précieuse. Il y a des gens qui disent qu'il y aura moins de guerres parce que la vie aura plus de valeur. Aujourd'hui, quand on est d'âge moyen et qu'on fait quelque chose de très risqué, qu'on part à la guerre ou je ne sais quoi, on risque de perdre 40 ans de sa vie. Mais si l'espérance de vie est un jour de plusieurs milliers d'années ou illimitée, alors on risquerait de perdre beaucoup.
Mais ça nous rendrait éperdument allergiques au risque. C'est sûr. Personnellement, je pense que j'aurai la chance de vivre 1 millier d'années. Et malgré ça, je prends quand même ma voiture, bien que ça soit dangereux, ou je monte dans un avion. Je ne reste pas assis chez moi toute la journée à ne rien faire. Mais si on ne pouvait pas l'éviter, comment faire? Je miserais surtout sur un travail d'éducation. Et une discussion ouverte et publique sur ce sujet. Il ne faudrait pas que les gens se précipitent vers le prochain centre qui délivre ces pilules. Les projets qui se fixent comme objectif prioritaire la prolongation radicale de la vie ou l'immortalité coûtent cher. On a le droit de dire qu'on est prêt à investir beaucoup d'argent dans la recherche sur le cancer, mais pas pour coloniser l'espace, par exemple, comme Elon Musk essaie de le faire pour éventuellement transférer l'humanité immortelle sur d'autres planètes. Là aussi, il faut peser le pour et le contre et réfléchir à la question, l'immortalité, si oui, à quel prix? Au prix que seule une élite en profiterait? Ou que nous connaîtrions un éternel ennui? Au prix que davantage de personnes consomment encore plus de ressources? Passer plus d'années en forme, en bonne santé, personne ne peut être contre. Et si ça permet d'augmenter notre espérance de vie, je ne trouve pas ça problématique non plus. Mais investir massivement des ressources dans la recherche sur l'immortalité, quel problème ça va résoudre? Parce qu'au fond, c'est juste la préoccupation de certaines personnes qui ont peur de mourir. Est-ce suffisant pour accepter les conséquences négatives massives? Je trouve ça égoïste. Et justifier le tout en faisant de vagues références à de possibles innovations futures grâce à l'intelligence artificielle, non, je ne suis pas convaincu.